Après avoir accepté un travail de mannequin, une femme se réveille avec un homme masqué qui sait tout d'elle. Alors que sa libération est en suspens, elle se rend compte que son ravisseur veut plus que de l'argent. Lundi matin, une voiture arrive dans un centre de transport silencieux et dépose Jessica, un mannequin venu pour une séance photo. Lorsqu'elle sort, le silence autour d'elle devient perturbant, elle vérifie son téléphone et appelle le numéro qu'on lui a donné, mais personne ne répond. Seule et incertaine d'être au bon endroit, elle prend un selfie rapidement et le publie sur son story Instagram avec une brève légende marquant sa confusion. N'obtenant aucune réponse, elle commence à errer, espérant trouver quelque chose ou quelqu'un de familier. À une courte distance, une porte de hangar commence à s'ouvrir, attirant son attention. Poussée par un mélange de curiosité et d'urgence, elle s'approche et entre, appelant dans l'espoir que quelqu'un l'entende. Sans avertissement, quelqu'un apparaît derrière elle et lui enfonce une seringue dans le cou, rendant son corps inerte à mesure que la substance fait effet. Tandis que Jessica tombe dans l'inconscience, un étranger mystérieux la place dans son véhicule. Todd, l'homme qui l'a enlevé, s'assoit à côté de son complice qui conduit la voiture. Bien que silencieux, la tension persiste entre eux, le comportement conflictué du ravisseur ne passe pas inaperçu. Le conducteur sent son hésitation et le juge silencieusement pour devenir trop tendre. Sans dire un mot, il fait comprendre que ses services ne sont plus nécessaires à partir de ce moment, selon leur patron. Leur affrontement tendu est soudainement interrompu par un bruit sourd provenant de l'arrière de la voiture, les obligeant à s'arrêter. Todd sort, marche vers le coffre et l'ouvre, trouvant le mannequin éveillé, ses yeux clignotants, fixés et sa bouche scotchée, un faible gémissement de protestation s'échappant de ses lèvres. Jessica croise brièvement son regard, un rappel silencieux de se taire si elle veut survivre, puis sans un mot, il referme à nouveau le coffre. Quand les deux arrivent finalement à la maison, l'allié de Todd lui rappelle que leur partenariat est terminé, mais le ravisseur pense qu'il ne peut pas gérer la situation seul. L'homme anonyme, qui se montre indifférent, lui ordonne simplement de partir, il s'éloigne, bouillonnant de frustration. Mardi, Jessica se réveille dans une pièce inconnue, ses mains enchaînées au cadre du lit, limitant ses mouvements. Elle aperçoit un petit bassin d'eau à proximité, assoiffée et désespérée, elle tente de l'atteindre avec sa bouche, mais ses chaînes l'en empêchent. L'homme anonyme, toujours masqué, entre dans la pièce et remarque sa lutte, sans un mot, il pousse le bassin plus près d'elle avec son pied. Calmement, il lui demande si elle a faim et elle hoche la tête en réponse. Il quitte ensuite silencieusement pour préparer sa nourriture. Pendant que l'homme masqué est parti, le mannequin crie à l'aide, mais elle s'arrête quand il revient avec un bol de nourriture. Pendant ce temps, Amber, l'amie de Jessica, devient anxieuse après n'avoir reçu aucune réponse à ses messages. Elle contacte un policier, mais celui-ci lui suggère de d'abord contacter son agent de mannequin. De retour à la maison isolée, l'auteur anonyme revient auprès de sa captive et lui annonce qu'elle a été mise en vente aux enchères, avec un prix de départ de $30 000 pour dimanche prochain. Choquée, elle exige de savoir ce qu'il veut d'elle. Il répond que cela dépendra de l'enchérisseur le plus offrant. Il lui propose ensuite une alternative. Si elle parvient à faire payer $250 000 par un parent riche, il la libérera. Le mannequin, retenant ses larmes, dit qu'elle n'a personne. Lorsqu'elle craque et se met à pleurer, l'homme se moque d'elle en disant qu'elle devrait commencer à se préparer pour son nouveau propriétaire, puis quitte la pièce. Pendant ce temps, John, l'ex-amant de Jessica, appelle la mère de la femme, Sally, inquiet de ne pas avoir de nouvelles d'elle. La mère le repousse, disant que sa fille est probablement en voyage de travail et qu'il n'est plus une priorité dans sa vie. L'homme demande alors de ses nouvelles à propos de son fils, Zeke, mais elle répond froidement que le garçon ne le verra que les dimanches, puis termine la conversation abruptement. De retour à la maison, Jessica demande si l'homme va la laisser partir maintenant, mais l'homme masqué répond qu'il ne peut pas, révélant qu'il est sous des ordres stricts de son patron. Le mannequin se moque de lui en disant que son maître profitera davantage pendant qu'il prend tous les risques, mais l'homme reste indifférent et sort simplement. Ailleurs, Amber appelle l'agent de son ami, Al, qui la rassure en lui disant qu'elle va bien, ce qui la soulage, sans se douter d'une vérité bien plus sinistre. En captivité, Jessica commence à manipuler la situation en tentant de gagner la confiance de son ravisseur, le complimentant et le qualifiant de mignon. Sans émotion, il enlève son masque pour la première fois et se présente sous le nom de Dan. Curieuse, la femme lui demande pourquoi il l'a choisi, mais il explique qu'il ne l'a pas choisi, elle a plutôt été sélectionnée par une organisation appelée Dark Plague, qui vend aux enchères de belles femmes.
Se disant flatté, le mannequin feint la surprise en affirmant qu'elle n'est pas vraiment spéciale et pensait être la seule. Dan admet qu'elle est spéciale, car c'est la première femme à qui il a révélé son visage. La captive continue à jouer le jeu et lui demande combien de fois il a fait cela. L'homme admet l'avoir déjà fait, et il lui assure qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal, promettant que son travail est de la garder en sécurité tant que la police ne s'en mêle pas. Lorsque la nouvelle parvient enfin à Sally par l'intermédiaire d'Al, elle se prépare à appeler la police, mais il la prévient rapidement que les impliqués pourraient mettre en danger la vie de sa fille et lui dit qu'ils doivent trouver 250 000 $ pour la rançon. La mère panique, car une telle somme est impossible pour elle. Furieuse et accablée, elle exige que l'agent fasse quelque chose pour son enfant avant de raccrocher. Mercredi, Dan informe Jessica de la mauvaise nouvelle. Personne n'a proposé de rançon pour elle, même pas l'agent de mannequin qui l'a prise. Pendant ce temps, Sally reste en contact avec Al, déterminée à trouver un moyen d'impliquer la police sans alerter les ravisseurs. Elle décide que si aucun progrès n'est fait d'ici samedi, elle ira elle-même voir les autorités, quel qu'en soit le risque. Jessica atteint son point de rupture, et alors que sa peur se transforme en colère, elle confronte Dan. Elle se moque de son rôle dans cette opération, le qualifiant de pathétique. Le calme apparent du ravisseur se fissure, et il se défend en affirmant qu'il fait simplement son travail, un travail qu'il croit être la seule chose qu'il sache faire. Il essaie de la faire honte en retour, critiquant son travail dans l'industrie adulte et suggérant qu'elle est pire que lui. Le modèle ne cède pas et lui répond qu'elle faisait aussi son travail et qu'au moins, les hommes pour qui elle travaillait la payaient bien. Une idée lui vient alors. Si tout cela concerne l'argent, peut-être peut-elle utiliser son nombre de followers pour récolter sa propre rançon. Dan rejette immédiatement l'idée, avertissant que tout ce qu'elle ferait en ligne pourrait être tracé, mais la femme insiste, lui demandant de lui prêter un appareil pour se connecter et gagner de l'argent rapidement. Lorsqu'il refuse à nouveau, elle l'accuse d'être tout aussi prisonnier qu'elle. Il se moque de cette idée et lui rappelle qu'il doit suivre des ordres. Il se vante même de sa valeur pour l'organisation, se qualifiant de principal atout. Leur conversation devient de plus en plus tendue, les voix s'élevant jusqu'à ce qu'un coup sec résonne à la porte d'entrée. Dan lui dit rapidement de se taire et va vérifier. De l'autre côté se trouve un autre homme masqué, silencieux et immobile, il tire un coup de feu dans les airs, forçant l'inconnu à reculer. Lorsqu'il revient, la captive lui demande ce qui s'est passé, sa voix tremblant de peur. L'homme explique calmement qu'il s'agissait de quelqu'un qui voulait d'elle mais n'était pas prêt à payer. Cette réalisation frappe durement Jessica, qui commence enfin à comprendre à quel point sa situation est dangereuse. La peur s'insinue profondément en elle, alors elle supplie Dan de rester avec elle et de la protéger. Cette nuit-là, elle pleure doucement dans son sommeil, tandis que son ravisseur, pour des raisons qu'il ne comprend même pas, dort à ses côtés et l'entoure tendrement de ses bras. Le jeudi matin, Jessica se réveille pour se retrouver à nouveau menottée au lit. Dan, toujours masqué, lui annonce qu'il part. Elle lui dit qu'elle a besoin d'aller aux toilettes avant qu'il ne parte, alors il lui enlève les menottes. À l'intérieur, elle jette un coup d'œil par la petite fenêtre, mais il n'y a rien d'autre que des arbres et de la terre. Pas de maison, pas de route, pas d'espoir. Elle retourne sans résistance au lit, et le ravisseur lui resserre les poignets avant de fermer la porte derrière lui. Dès qu'il est parti, elle lutte contre les menottes, se tordant et tirant, mais en vain. De son côté, Sally appelle enfin John et lui annonce que sa fille est portée disparue et retenue en otage. L'homme est stupéfait et lui demande pourquoi elle n'est pas allée à la police. La mère explique que les ravisseurs menacent sa vie si les autorités sont impliquées. Désespérée, elle lui supplie de l'aider, lui disant qu'elle n'a personne d'autre à qui se tourner. John, calme mais préoccupé, accepte de l'aider et lui demande tout ce qu'elle sait jusqu'à présent. De retour à la maison, Dan revient avec un kit d'hygiène et des vêtements propres. Il dit à Jessica qu'elle a besoin d'une douche parce qu'elle sent mauvais. Bien qu'elle soit gênée, elle est reconnaissante, alors elle le remercie sincèrement et entre dans la salle de bain. Le ravisseur traîne près de la porte, jetant des coups d'œil à sa silhouette à travers le verre dépoli. Il admire brièvement sa silhouette et se détourne, incapable d'admettre son attirance pour elle. Lorsque le modèle sort, elle lui sourit à nouveau et le remercie une fois de plus. L'homme la fixe pendant un long moment et murmure qu'elle vaut plus de 250 000 $. Elle lui demande combien il pense qu'elle vaut, ce qui fait changer son expression, mais au lieu de répondre à sa question, il lui remet les menottes et s'éloigne sans la regarder. Dans un flashback, Amber se vante auprès de Jessica d'un homme riche qui paye tout,
de son loyer à ses vacances de luxe. Elle pousse sa copine à envisager de faire de même, mais le modèle ne répond pas tout de suite, réfléchissant à la proposition. Elle insiste, lui rappelant que ce n'est pas pire que de rester avec John, son ex-petit ami qui l'avait trompée. La femme seule admet qu'elle a pensé à flirter avec un vieil homme riche juste pour joindre les deux bouts, mais elle est contente de sa vie actuelle. Jessica déclare qu'elle a sa famille, sa carrière, surtout son bébé. La tension se dissipe alors qu'elles éclatent de rire, trinquant et trouvant un moment de légèreté dans leur lutte commune. Elles plaisantent sur la difficulté de la vie quand on est jolie, mais elles assument, comme un badge d'honneur. Puis Amber avoue que ce sont les hommes qui les adorent qui font tourner leur monde, mais même ainsi, le modèle dit qu'elle ne veut pas dépendre de ce style de vie, peu importe combien elle est fauchée. De retour au présent, vendredi, Jessica est assise en face de Dan alors qu'ils partagent tranquillement une tasse de café. Le ravisseur lui dit que, quoi qu'il arrive, il la livrera à l'événement de dimanche. Il mentionne presque distraitement qu'il devra de nouveau la sédater, comme avant, pour qu'elle ne résiste pas. La captive, à moitié en plaisantant, suggère qu'elle pourrait y aller de son plein gré, mais il rejette immédiatement l'idée en disant que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'organisation. Elle le taquine alors en l'appelant un stalker pour en savoir trop sur sa vie. L'homme la corrige en disant que c'est de la recherche, car c'est lui qui a été désigné pour s'occuper d'elle. Sans prévenir, il fait glisser quelque chose vers elle sur la table, une arme militaire compacte. Jessica s'en saisit lentement, hésitante, mais Dan lui demande de la rendre rapidement. Il prend lui-même l'outil tranchant et propose de lui apprendre à l'utiliser. Ils sortent, sous le ciel gris de l'après-midi, il lui montre calmement les techniques. Jessica suit et pendant un instant fugace, l'air semble presque normal entre eux. L'homme lui dit qu'elle peut le garder, mais tandis qu'elle hésite, ses doigts se serrent autour de l'arme, un éclair de tentation traverse son visage alors qu'elle imagine ce que cela ferait de la planter dans son cou. Mais avant qu'elle n'agisse, l'homme la reprend, sachant parfaitement ce qu'elle pensait. Samedi, John roule en moto jusqu'à l'endroit exact où son ex-amante a disparu. Il aperçoit un photographe qui prend des photos d'un autre modèle à proximité, mais lorsqu'il s'approche, l'homme le repousse, ne voulant pas être dérangé. Non découragé, il commence à fouiller les environs, scrutant le périmètre et vérifiant les coins du bâtiment à la recherche de toute trace de la femme disparue. Sa persévérance porte ses fruits lorsqu'il remarque son téléphone allongé dans la terre et le ramasse. Déterminé à aller plus loin, il retourne voir le photographe, cette fois plus insistant dans ses questions. Il lui demande qui a loué l'endroit, espérant une piste, mais l'homme prétend ne rien savoir et le repousse de nouveau. John s'éloigne, frustré, mais pense à une idée. Il appelle son ami Ned et lui demande de pirater le téléphone qu'il vient de trouver. Son ami accepte de le faire et se rend directement chez lui. Pendant ce temps, dans la maison isolée, Dan et Jessica sont allongés en silence sur le lit qu'ils partagent maintenant. L'enlèvement commence à parler, révélant davantage de règles de l'organisation et des directives strictes qu'ils suivent lorsqu'ils sélectionnent des femmes pour une vente aux enchères. Le modèle écoute, puis avoue quelque chose qui brise le silence, elle a un fils nommé Zek. Le comportement du ravisseur change instantanément et il éclate, refusant de la croire. Il l'accuse de mentir pour le manipuler, mais la captive insiste en pleurant que c'est la vérité. Toujours incrédule, Dan part en trombe, disant qu'il est trop tard pour se soucier d'elle, la laissant pleurer seule dans la pièce. Chez Ned, John arrive enfin avec le téléphone. Le hacker devient frustré lorsqu'il réalise que l'appareil appartient à Jessica, pensant que son amie a déjà fini avec elle. L'homme explique en urgence qu'elle est prise en otage et qu'elle va être vendue lors d'une enchère souterraine. Bien que réticent au départ, le hacker accepte d'aider, réalisant que c'est peut-être leur seule chance de la sauver. De retour à la maison isolée, Dan annonce à Jessica, le cœur lourd, qu'il n'a toujours pas eu de nouvelles d'Al. Si rien ne change d'ici demain midi, son sort sera scellé. Il admet qu'il n'y a plus rien qu'il puisse faire pour la sauver, malgré tout, dit qu'il est heureux de l'avoir rencontrée et lui souhaite bonne chance. Tôt dimanche matin, Ned parvient enfin à percer le réseau, puis il trace le dernier numéro auquel Jessica a envoyé un message et localise un endroit possible. John, plein d'urgence, décide de se rendre immédiatement sur place et convainc son ami de l'accompagner. Pendant ce temps, le ravisseur revient vers Jessica et lui dit que son agent a enfin accepté de transférer la rançon, mais il pense que c'est trop risqué et insiste pour que ce soit payé en bitcoin. Le modèle explose, furieuse que sa liberté soit retardée à cause de détails techniques. N'ayant plus d'option, elle utilise son charme pour attirer l'homme.
Alors qu'il baisse sa garde et succombe à la tentation, elle saisit sa chance, le poignarde et prend la fuite. Peu après, l'associé de Dan arrive et trouve son partenaire blessé. Il poursuit la captive en tirant des balles dans la forêt pendant que Jessica court plus profondément dans les bois. Elle tombe sur d'autres hommes masqués et change rapidement de direction pour les éviter. En même temps, John et Ned sont arrêtés par un policier pour excès de vitesse. Soupçonneux, l'officier prend son temps pour enquêter, retardant leur poursuite. Dans la forêt, l'associé porte l'homme saignant jusqu'à la voiture, essayant de poursuivre le modèle. De l'autre côté, l'ex-amant et son ami atteignent enfin la maison du ravisseur. Ils trouvent une traînée de sang sur le sol, mais aucun signe de la femme disparue. Ailleurs, Jessica émerge des bois et trouve un bar en bord de route. Elle entre, commande un verre et prend une profonde respiration, enfin libre. La nouvelle de son évasion se propage comme une traînée de poudre, les médias débattant de savoir si son histoire est vraie ou un coup publicitaire élaboré.